L'humanité en lutte contre les machines. On retrouve évidemment cet affrontement dans de nombreux classiques de la SF, mais pas seulement. Un univers dans lequel l'humain est privé de tout libre arbitre, face à un adversaire mécanique, cela peut aussi correspondre au monde du travail. Car avant de se confronter à ces robots sur un champ de bataille post-apocalyptique, les ouvriers ont dû le faire à l'usine. L'enchaînement à une tâche répétitive, aliénante, n'est alors que la première étape d'un chemin menant à une dépossession totale de soi-même, visant un objectif. Change a human being into this. Charlot, Neo, même combat donc, pour se libérer de l'influence des machines. Bref, parlons usine, travail et chaîne de production avec les temps modernes de Charlie Chaplin et La classe ouvrière va au paradis, réalisé par Elio Petri. En choisissant de raconter la vie d'un vagabond dans l'Amérique de la Grande Dépression et celle d'un ouvrier de l'Italie des années 70, Charlie Chaplin et Elio Petri abordent sous un angle bien précis la société de leur temps, par le biais de deux personnages de prolétaires. Elio Petri, militant communiste, journaliste, puis enfin réalisateur, a construit toute sa filmographie sur une approche politique frontale, l'aliénation du salarié dans les jours comptés, ou la question de la police et du pouvoir politique dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. L'engagement de Chaplin est moins visible, mais la crise que traversent les États-Unis le pousse à réfléchir à ses films, à leur implication dans le réel. J'étais déprimé par les remarques d'un jeune critique qui a dit que Les Lumières de la ville était un très bon film, mais qu'il virait au sentimentalisme, et que dans mes prochains films, je devrais essayer de me rapprocher du réalisme. Une remarque qui va amorcer les temps modernes et plus tard, le dictateur. Charlot est à la recherche d'un emploi pour survivre. Lulu est confronté aux cadences infernales de son usine. Les thématiques de La classe ouvrière va au paradis et des temps modernes sont donc claires. Le travail ouvrier, et notamment le travail à la chaîne, la confrontation entre l'homme et la machine. Les dialogues sont sans ambiguïté. Siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone. Charlie Chaplin et Elio Petri posent un regard acerbe sur ces conditions de travail, sur le taylorisme, sur cette déshumanisation à l'œuvre, sur la folie qui guette les héros. L'enchaînement des péripéties, avec des personnages brimés, mentalement atteints, physiquement attaqués, est explicite. Et les cinéastes vont tout faire pour faire ressentir aux spectateurs cette détresse. Comment raconter par la mise en scène cette aliénation au travail? C'est la question que se posent les deux réalisateurs. Les deux films s'ouvrent de la même manière. Un plan sur une horloge, le tic-tac d'un réveil. Ces ouvertures définissent d'emblée tout l'enjeu des deux films. Le contrôle, du temps notamment, et les scènes suivantes continuent de creuser ce sillon. Charlot et Lulu travaillent à l'usine. La cadence est imposée par des contremaîtres. Le contrôle des travailleurs est total, que ce soit par une voix très Big Brother. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze. Ou carrément, et Chaplin est véritablement visionnaire sur ce point, par la vidéosurveillance. Hey! Quit stalling. Get back to work. Ces premières minutes montrent, sans filtre, toutes les pressions subies par l'ouvrier. Les deux films, dans leur constat politique, se rejoignent donc largement. Mais Charlie Chaplin et Elio Petri font des choix de mise en image radicalement opposés pour raconter cela. Prenons deux scènes similaires montrant les héros au travail. Dans les temps modernes, on retrouve des plans assez larges pour embrasser, en un seul cadre, toutes les composantes de l'action. Personnages, machines, décors. Et ces plans sont utilisés sur la longueur. Chaplin laisse ainsi l'action se dérouler en la découpant au minimum. Le rythme de la scène vient donc de la cadence imposée par la chaîne de travail, inarrêtable. Le corps du héros est ici totalement soumis au tempo de la machine. Dans La classe ouvrière va au paradis, le corps de l'ouvrier disparaît carrément. Elio Petri, dans ses choix formels, fait l'inverse de Chaplin. Les plans rapprochés, courts, font disparaître le héros, son intégrité physique. Lulu n'existe plus en tant que personnage à part entière et ne devient plus qu'une somme de gestes. Non plus un homme, mais une simple fonction donc.
et les quelques gros plans montrent un visage en souffrance ou qui n'imprime même plus la pellicule. De dos, flou, une masse informe. Soumission du corps d'un côté, dissolution de l'autre. Dans les deux cas, les personnages agissent, mais n'ont plus de volonté propre. Devant s'adapter au rythme de la machine, ils doivent, pour être efficaces, totalement s'oublier, perdant en cela leur humanité. Le ton des deux films diffère par contre largement. Comique d'un côté, dramatique de l'autre, c'est évidemment une question d'écriture mais aussi de mise en scène. Le plan large, plus cocasse que réaliste, oblige à une chorégraphie stylisée et donne à la scène un côté absurde, privilégiant la poésie à la violence. Le gros plan, plus documentaire, plus factuel, découpe lui violemment la scène pour ne retenir que des fragments, ne laissant aucune place à l'empathie, à l'humain. Imaginons les temps modernes avec une mise en image plus fractionnée. Sans vue d'ensemble, la dimension comique de la situation disparaît pour laisser place à une scène plus dramatique, dans laquelle la silhouette iconique de Charlot n'existe même plus. Ici, c'est donc bien le découpage qui donne en partie aux scènes leur dominante dramatique, ou plus humoristique. Les temps modernes et la classe ouvrière va au paradis sont évidemment marqués par les codes visuels de leur époque. La caméra à épaule et la longue focale sont emblématiques des années 70. Les plans frontaux, plutôt fixes, correspondent au cinéma muet dont est issu Chaplin. Mais l'opposition formelle entre les deux films n'est pas qu'une question d'époque. Elle se justifie par la nature même des deux héros, l'un faisant avancer le récit par son action physique, l'autre par un engagement plus réflexif. Quattro sveglie, ho quattro sveglie io, chissà perché. En 1936, à la sortie des temps modernes, la figure de Charlot existe depuis plus de 20 ans, avec des caractéristiques très identifiées, immuables. Personnage de slapstick, toujours fidèle à lui-même, plus proche de l'enfant très individualiste que de l'adulte responsable, il peut alors jouer tous les rôles. Policier, forain, père de substitution ou même chercheur d'or. Avec les temps modernes, nous sommes dans une Amérique en crise. Et Charlie Chaplin va alors confronter son héros au chômage, aux manifestations, aux grèves. Un contexte très politique qui ne change pas l'approche du réalisateur, bien au contraire. Sergei Eisenstein, qui a côtoyé Chaplin lors de son séjour aux États-Unis, témoigne de ce regard. Là est le secret de Chaplin, voir les événements les plus terribles, les plus pitoyables, les plus tragiques, par les yeux d'un enfant rieur. Être capable de saisir ces manifestations diverses de la vie immédiatement, d'un seul coup, en dehors de toute appréciation morale ou éthique, de tout jugement ou de toute condamnation. Être capable de les apercevoir comme regarde l'enfant dans un accès de fou rire. Voilà en quoi il est différent, incomparable, unique. Et Charlot a un trait de caractère bien spécifique, c'est un personnage qui subit. Les péripéties reposent alors essentiellement sur les quiproquos, quand le héros réplique involontairement à la violence policière, ou lorsqu'il est porté en tête d'une manifestation communiste. L'engagement politique n'est pas conscient de la part du personnage, mais au milieu d'un univers cadenassé, il devient alors une mouche dans le lait. Un petit rouage qui grippe, un emmerdeur. Amenant le désordre partout où il passe. Il n'y arrive pas, il n'a pas sa place, et tout est contre lui, et de toute façon, il ne peut pas. Mais il met quand même un ouvrier. Oui, mais je crois que c'est ça que ni le capitalisme ni le communisme de l'époque ne pouvaient supporter, parce qu'il échappe à tout, parce qu'il échappe à l'industriel, au fait d'asservir l'individu, de contrôler l'individu, de le domestiquer pour qu'il soit productif. Et lui, il dit non. La production, je vous emmerde. Moi, le lait, c'est la vache qui passe et je le prends comme ça. Il n'y a pas besoin de produire. Mais c'est ça, Charlot, c'est surtout ça qui s'oppose au monde de l'industrie. Il danse, oui. Et il danse, il glisse, il fait du patin roulette, il rigole, il profite des choses. Nous sommes dans un slapstick. Le corps du héros est donc le moteur du film, et Chaplin pousse loin cette idée. Car c'est lorsqu'il perd la tête que Charlot reprend paradoxalement le contrôle de lui-même. Rendu fou par le travail, ivre, ou même involontairement drogué, c'est dans ces moments qu'il se rebelle enfin, ne se contente plus de subir pour enfin agir. Cette anarchie jouissive prend alors un aspect comique imparable et se double d'une dimension véritablement cathartique pour le spectateur qui ne peut que s'identifier à la révolte du héros.
Ce n'est que dans la folie que le personnage peut se libérer de ses chaînes. Le constat est politiquement douloureux, mais cinématographiquement hilarant. Pour illustrer cela, la mise en scène doit alors se caler sur le rythme du personnage. Même si le cinéma est parlant depuis près de 10 ans à l'époque du film, Charlie Chaplin reste ainsi fidèle à une approche formelle, proche de ses débuts dans le muet. Le réalisateur n'est pas dupe de son côté anachronique et s'approprie tout de même certaines des évolutions du langage cinématographique. Il reprend les idées de montage de Sergei Eisenstein en comparant les salariés à des moutons allant à l'abattoir. Une autre scène pourrait presque être issue de L'homme à la caméra de Dziga Vertov. Mais Chaplin sait bien que son héros ne peut exister que via un certain type de mise en scène dans laquelle simplicité et lisibilité de l'action sont les maîtres mots. Charlot est avant tout un corps en lutte permanente avec ce qui l'entoure. La caméra est alors là, en retrait, cherchant simplement le meilleur angle pour ne pas en perdre une miette. Comme Charlot dans les temps modernes, c'est Lulu qui, dans La classe ouvrière va au paradis, est le pivot du film, menant le récit par ses déplacements, ses gestes, ses regards. Mais à la différence du célèbre vagabond, le personnage est ici plus réflexif, peu à peu conscient de sa situation d'ouvrier exploité. Elio Petri va ainsi devoir, dans sa mise en image, accompagner, travailler les réflexions du personnage, ses interrogations. La caméra ne se contente alors pas d'une position reculée, de simple témoin, mais a un rôle actif dans le récit. Avec le choix de plans longs, en mouvement, ne se contentant pas de suivre les événements, mais allant les chercher, la caméra devient un personnage à part entière, visant à établir ses propres connexions, se déplaçant à loisir pour raconter, en détail, le fonctionnement de l'usine. Prenons ce plan. Très rapproché au début, la main de Lulu s'activant sur une machine, il s'élève ensuite et dévoile l'ensemble des ouvriers observant la situation, pour enfin replonger et finir en gros plan sur le chronomètre du contremaître. La caméra connecte différentes actions. On a l'impression de suivre son raisonnement, son enquête, qui crée un discours. Le travail d'un ouvrier servile, la tension que cela provoque chez ses collègues, la validation, la satisfaction des contremaîtres. En un seul mouvement de caméra, tous les enjeux du récit sont posés. Le patronat cherche à augmenter les cadences de travail. Les ouvriers sont sous pression, les étudiants communistes veulent la révolution, les syndicats misent plus sur la négociation. Elio Petri, dans sa mise en scène, se doit alors de raconter ses rapports de force, comme lors des chaotiques scènes à l'entrée de l'usine, où se confrontent étudiants et syndicalistes. Operai! Operai! Imponete ai sindacati una piattaforma rivoluzionaria! Il cottimo non si contratta! No, si abolisce! Restiamo coi piedi per terra sempre più! Il nostro obiettivo immediato è la contrattazione del cottimo e delle qualifiche! Facciamo vedere ai padroni la nostra forza! Questa è la voce dei 3 sindacati uniti! Ainsi, la caméra les oppose et les rassemble à la fois. L'objectif des étudiants et des syndicalistes est le même, aider les ouvriers, mais leurs méthodes diffèrent. Les longs panoramiques liant les deux groupes, tout en marquant à l'écran leur éloignement, sont alors très signifiants. Si loin, si proches. À voir votre film, on a l'impression que ni l'action des révolutionnaires, en l'occurrence les gauchistes, ni celle des syndicats qui sont tout de même intégrés au système et qui discutent avec les patrons pour obtenir quelques progrès, ne soit déterminante. Mais je crois que seulement la prise de conscience des ouvriers, de la majorité des ouvriers, soit déterminante. Ainsi, pour raconter cette prise de conscience, Elio Petri replace toujours le héros dans cet environnement social, n'oubliant jamais qu'en tant que réalisateur, il est là pour raconter l'expérience de son personnage principal. Lulu est l'ancrage émotionnel du film, du spectateur. 2 plans sont alors évocateurs de l'évolution du personnage, des plans dans lesquels il rejoint son poste de travail avec ses collègues. Dans le premier, au début du film, Lulu est un ouvrier stakhanoviste, travaillant sans se poser de questions. Il entre alors dans le cadre en premier, menant la foule dans un ample mouvement ascendant. Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. À la moitié du film, alors qu'il est désormais empli d'incertitudes, la même scène se répète mais se construit très différemment. Lulu est désormais à la traîne, la caméra a un mouvement descendant,
et une coupe vient même marquer la rupture entre le héros et son lieu de travail. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Avec cette approche, Elio Petri évite l'écueil de nombreux films dits engagés qui, voulant à tout prix produire un discours, en oublient de raconter d'abord l'intimité, les hésitations de leurs personnages. Lulu, Forte Tête, Charlot, Électron Libre sont les symboles de deux films qui opposent sans cesse l'ordre au désordre. Chez Chaplin, que ce soit l'usine, la prison ou la cuisine d'un restaurant, ces lieux entravent les gestes, les déplacements du héros. Chez Petri, l'école, l'usine et l'hôpital sont filmés de la même manière, avec une proéminence de barreaux, enfermant les protagonistes. Les deux films font le même constat, opposant des plans dans lesquels les ouvriers entrent, au pas, dans l'usine, et d'autres où l'agitation domine. À un ordre mortifère, Elio Petri et Charlie Chaplin opposent l'effervescence, la révolte, le bouillonnement humain. Ce n'est que dans ces moments, quand les corps sont incontrôlables, que les personnages peuvent reprendre, un minimum, le contrôle de leur vie. Car, dans un monde soumis aux cadences mécaniques, c'est par le mouvement, sans entrave, que les héros peuvent affirmer, véritablement, leur liberté.